Ok, bah merci à tous d'être venus à cette présentation. Moi, je pense que vous en doutez, on va parler un peu plutôt front-end, hein. Et on va parler de performance, mais des performances avec Angular. Alors, je voudrais juste avoir j'ai quelques petites questions pour vous qui travaillent tous les jours avec les performances. Ok? Qui a déjà essayé d'optimiser un peu les performances de son application ou ça part en production et puis on croise tous les doigts. Ok? Et ça a fonctionné? Plus ou moins? Ouais? Les utilisateurs sont satisfaits? Bon, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Ok, donc en fait, ce qu'on va voir, c'est principalement les Core Web Vitals. Donc, c'est une métrique hein, de Google. Ça a été inclus en 2021. Là, en 2024, il y a eu un petit changement de dernière minute. Ils se sont dit, on enlève FID pour faire de l'INP. Je vous dirai ce que c'est juste après. Mais du coup, tout est intégré maintenant, tout se passe plutôt bien et tout est intégré dans les tools, y compris dans les DevTools. Donc, du coup, vous allez pouvoir vraiment optimiser jusqu'au bout. Ok. Et donc nous, on va vraiment axer sur l'amélioration des performances, d'accord, mais avec Angular, d'accord, parce que c'est pas forcément la même stratégie avec Vue, Angular ou React, ou même avec du simple Vanilla JS. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, donc déjà, je vais vous expliquer ce que sont réellement les Core Web Vitals, d'accord. Juste après ça, on verra comment les calculer, parce que si on les calcule pas, ben on les débug pas. Et après, on s'attardera sur chaque métrique qui compose justement les Core Web Vitals. Donc la première métrique qui est une des plus complexes, c'est le LCP, donc c'est l'acronyme du Largest Contentful Paint. D'accord. Ensuite, on ira sur CLS qui est Cumul Layout Shift. Et enfin, on verra la dernière métrique de Google qui est l'INP, d'accord, l'Interaction to Next Paint. Je vous donnerai des tips. Maintenant, je vais pas vous mentir, pour vraiment optimiser cette métrique, il faudrait donner un talk de presque 2h30, voire même un workshop. Du coup, ben, j'ai pas vraiment le temps en 45 minutes de tout vous expliquer sur NP, mais en tout cas, je vous donnerai pas mal de tips. Et puis, on fera des conclusions et puis une question. Alors, moi, je vais me présenter. Moi, je m'appelle Nicolas Frizarin. Je suis développeur advocate et senior staff engineer au sein de chez Sphere. J'ai mes collègues qui sont devant. Vous pouvez leur demander plein d'informations sur sa société juste après. Je suis Google Developer Expert dans la technologie du web et également MVP, pareil sur Angular. Et je maintiens NG0. Donc c'est une librairie UI, d'accord. J'en suis plutôt fier de cette librairie. Et vous pouvez l'utiliser, elle est en version 20. On a galéré à la faire passer en version 20, mais ça y est, c'est fait. Donc du coup, vous pouvez déjà mettre à jour vos projets si vous utilisez NG0. Donc généralement, qu'est-ce qui se passe? Généralement, j'entends souvent les utilisateurs dire votre application, elle marche pas. Qui a déjà entendu cette phrase-là? Moi, j'entends au quotidien, surtout chez un client, tous les matins, ça marche pas. Et juste après, ce qui arrive généralement, j'ai la phrase juste qui me fait vraiment la peine, c'est ben l'application ne marche pas, aidez-moi s'il vous plaît. Est-ce que vous avez déjà eu ça? Genre un de vos développeurs qui se lève, il dit ouais je sais pas, j'abandonne. Bon ça c'est pas cool parce que du coup justement c'est ce qui se passe, c'est qu'on sait déjà bon soit il y a un bug, mais en plus de ça si en plus les performances sont pas très bonnes, ça devient vite un cauchemar pour le développeur. Il a pas forcément envie de développer dans le code base. Et donc l'idée c'est justement qu'il soit sympa à lire et puis qu'il soit performant quoi. Donc justement ces mots ils sont durs à entendre et ils sont durs pourquoi? Parce que généralement ce qu'on a au démarrage de l'application c'est une page blanche. Quelqu'un a déjà eu une page blanche au démarrage de l'application? Un bon truc bien blanc, on attend pendant 25 ans, oui. Du coup on trouve une technique de juif qui s'appelle mettre un loader. Et franchement c'est pas top parce que du coup pour le client bah lui il voit un loader, il sait pas trop ce qui se passe donc faut éviter. Et ça c'est dû à quoi? Bah simplement c'est dû parce que la majorité de vos applications elles sont faites en client-side rendering. Donc c'est quoi le client-side rendering? En fait c'est simple, hein. C'est imaginez vous avez une page HTML, vous avez un gros fichier JavaScript qui arrive, le browser il arrive, il le parse, il interprète et une fois que tout est interprété, que tout est bien, bim il vous affiche votre page. Ok, c'est comme ça que ça marche. Sinon, vos navigateurs sont trop âgés. Donc là, s'ils sont trop âgés, je vous recommande de dire à votre client, soyez sympa, arrêtez avec IE. De toute façon, il sert plus à rien ce navigateur. Et enfin, bah, malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que de plus en plus, nos applications, on demande beaucoup d'interaction avec l'utilisateur. C'est vrai. Genre, on demande des boutons en plus, on demande des graphes en plus, on demande beaucoup de choses. Et ça nécessite de plus en plus de JavaScript. Plus il y a de JavaScript, plus l'interprétation est longue. Et donc, forcément, bah, plus votre page, elle va mettre du temps à s'afficher. Ensuite, généralement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a le métier qui vient voir et dit ouais, je comprends pas, c'est pas Noël, mais j'ai l'écran, il clignote comme une guirlande. Alors ça, ce qui se passe, c'est
c'est dû parce que vous n'avez pas mis assez d'espace. Donc en gros, vous avez de l'espace qui a pas été bien réservé. Vous avez un rendu qui est asynchrone, par curiosité. Qui ici, dans le engine init, fait un call bien asynchrone, fait un subscribe dedans? Personne? Vous utilisez tous des bypassing? Tous sur Signals? Ça c'est parfait, rien à vous apprendre, hein, c'est cool. Donc généralement, c'est ce qui se passe, c'est que, bah, en gros, vous chargez le temps qu'il y ait le réseau qui vous réponde. Une fois que vous l'avez, vous affichez votre liste. Au moment de l'affichage dans liste, boum, bah forcément, c'était pas prévu, l'espace n'était pas calculé. Donc, bah, automatiquement, ça fait quelque chose qui clignote, ça se décale. La personne perd son flow d'utilisation et du coup, bah, il change d'application. Et enfin, ce qui va pouvoir jouer aussi, c'est la taille de vos assets qui sont externes. Si vous mettez des vidéos, si vous mettez des images qui ne sont pas bien formatées, bah, par exemple, typiquement, je vais vous donner un exemple. Chez mon ancien client, on a mis une belle vidéo qui est une vidéo d'Utmost. Bah, comme ça prend du temps, qu'ils n'ont pas voulu forcément le mettre dans le projet, qu'on l'a cherché sur le serveur, bah, ça clignote dans tous les sens. Mais mon collègue, il pourra vous en parler plus, il a dû la voir, lui, la vidéo. Pas encore. Et enfin, la dernière chose qui arrive, c'est que on a des utilisateurs qui viennent et qui vous disent ouais, votre application elle est buggée, et que vous, quand vous l'utilisez, elle est pas buggée. Et en fait, c'est pas qu'elle est buggée, c'est qu'en fait la personne elle a moins de patience que vous. La réponse elle est pas venue tout de suite. Lui, il l'attendait tout de suite, c'est pas le cas. Du coup, pour lui, c'est buggé. Et ça, généralement, c'est dû à quoi? Bah, c'est dû parce que votre main thread il est bloqué. Hein, en JavaScript, on a qu'un seul thread. Et soit parce qu'il y a beaucoup trop de JavaScript qui est exécuté. Et enfin, vous avez un input daily qui est vraiment phénoménal, quoi. Il est trop élevé. Ça veut dire que, en fait, c'est bloqué. Le once method, il est bloqué. Vous cliquez sur un autre bouton. Ok, cette action, elle va dans la callback. Ça, je suis d'accord. Mais tant que le main thread, il est bloqué, ben, vous attendez. Une fois que ça c'est fait, seulement là, vous allez attaquer votre deuxième action. Et ça, c'est ce qu'on appelle le input daily. Ok? Alors, l'expérience utilisateur, on en parle souvent, mais l'expérience utilisateur, alors je reconnais, c'est pas forcément, il y a l'UI qui rentre dedans, je suis totalement d'accord avec vous, mais par contre, elle est grandement associée quand même aux performances web. Ok? C'est pas parce que votre application, elle est jolie que la personne est super contente. Prenons un exemple tout bête, qui déjà utilise YouTube Music? L'application est jolie, d'accord? Je vous en donne une autre encore des applications Tidal. L'application est vraiment magnifique. Par contre, elle est pas top. Alors oui, vous avez une bonne expérience de son, mais je veux dire, que quand vous êtes hors réseau, ben la musique elle s'arrête ou des choses comme ça. Ce qui n'est pas le cas de Spotify, typiquement, parce qu'il met tout en cache. D'ailleurs, si vous regardez que vous avez votre Spotify, regardez votre téléphone en partie cache. À mon avis, vous devez avoir des gigas qui se sont faits. Et donc du coup, voilà. Donc pour moi, l'expérience utilisateur, c'est vraiment orienté performance. Donc si on associe un petit peu ce que je vous ai dit juste avant, le fait d'avoir un écran blanc, ça associe à la métrique LCP qui est de Largest Contentful Paint, d'accord? Donc autrement dit, c'est le temps que va mettre le navigateur pour vous afficher la plus grosse image de votre application, d'accord? Ou le plus gros bloc de texte. Si vous n'avez pas d'image, vous n'avez pas d'image, quoi. Le blinking screen, donc ça, c'est en fait c'est le cumul layout shift. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'en fait, si vous voulez sur votre frame, ben elle se cumule et il n'y a pas assez de temps. D'accord? Et donc ça clignote, et bim, bah, du coup, ça vous fait des erreurs. Pas des erreurs, mais ça vous lève un problème de performance. Et enfin, le fait que vous n'ayez pas de réponse, mais c'est plutôt une réponse qui a un temps limité, enfin pas un temps limité, mais qui a un trop gros temps de réponse, ça c'est l'interaction to next paint. Ok? Alors avant, les gens étaient super contents parce qu'en fait, c'était FID, donc c'est First Input Daily. D'accord? Donc c'est quoi la différence? First input daily, c'est le temps, la personne clique sur le bouton, c'est le temps que va mettre le navigateur à exécuter la première ligne de code JavaScript. Ok? Interaction to next paint, c'est quoi? C'est vous cliquez sur le bouton, c'est le temps que va mettre le navigateur pour vous afficher la prochaine frame. C'est-à-dire que, en gros, toute votre action est passée, quoi. D'accord? C'est pour ça que le FID, tout le monde était super content en disant, je suis le meilleur développeur au monde, j'ai déjà optimisé. Mais il a été optimisé de base grâce au navigateur. D'accord? Donc, en final, on n'a rien optimisé. Donc, comment est-ce que ça se mesure tout ça? Donc, il y a deux façons de le mesurer. Les deux sont pas opposées, d'accord? Elles sont plutôt complémentaires. D'accord? La première, c'est le Real User Monitoring et le deuxième, c'est le Labs Tool. Alors, j'ai rentré un peu plus dans les détails, mais en fait, le Real User Monitoring, c'est vachement important. C'est des données que vous allez collecter en production. Ok? Vous pouvez pas vous permettre de dire, bon, ben, en Labs Tool, ça marche très bien, d'accord? Sur ma machine, ça marche bien.
Donc ça va forcément bien marcher chez tous les utilisateurs. C'est faux. Peut-être qu'il y a un utilisateur qui va se connecter sur votre application qui est en Afrique. Malheureusement, ils n'ont pas forcément dans toutes les zones accès à Internet, ou ils ont accès à Internet via un satellite. Et je peux vous assurer que si votre page HTML ou JavaScript elle est très longue, bah, votre call il pètera et vous mettra timeout. Le navigateur, au bout de 3000 millisecondes, c'est fini, quoi. Donc ça s'utilise vraiment quand l'application est en production. Et ce qu'on récupère, en fait, les données, on les appelle les field data. D'accord? Et Labs Tools, c'est plutôt pour émuler l'interaction de l'utilisateur. D'accord? Donc tout ça, ça va permettre de nous débugger. C'est-à-dire que juste avant de mettre en production, on se dit, bon, on va quand même tester un peu les performances. Donc si vous regardez dans vos DevTools, vous pouvez simuler le fait que vous n'ayez pas de réseau, simuler que vous ayez un réseau qui est en 3G, simuler par exemple dire que cette requête-là est bloquée. D'accord, on ne sait jamais, peut-être que le client, enfin la personne qui utilise votre application est sous un proxy. Enfin, en gros, il y a plein de choses qui vous permettent quand même de bien gérer les choses et de bien justement tester le fait que potentiellement ça peut bien se dérouler. D'accord. Ou sinon, quand l'application est... donc ça s'utilise quand l'application est en développement. Pour les personnes qui se posent la question sur comment est-ce que je fais du real user monitoring, il n'y a pas 1500 façons, d'accord. C'est soit vous faites Datadog, d'accord, soit vous le faites vous-même. C'est-à-dire que c'est relativement simple. Vous utilisez une librairie qui s'appelle WebVitals.js. Vous la mettez dans votre projet. Vous utilisez les hooks et les callbacks. Ça vous renvoie des données. Ces données-là, vous les stockez en base de données chez votre client, d'accord. Et après, vous faites simplement des statistiques sur cette DB, d'accord. Alors l'avantage, c'est que si vous utilisez MongoDB, il y a un petit tool qui s'appelle MongoDB Chart. Le graphe, il le fait pour vous. Alors, partons un petit peu sur la métrique LCP, donc Largest Contentful Paints. Alors, comment que ça se passe? Là, on dit que la mesure est correcte entre 0 et 2,5 secondes. Elle nécessite quelques améliorations entre 2,5 secondes et 4 secondes. Au-dessus de 4 secondes. Alors, il y a plein de choses qu'il faut revoir du coup dans votre application, mais il y aura pas que du côté front-end, heureusement. Potentiellement, il y aura aussi du côté back-end. Et on va voir ça juste après. Donc, comme j'ai dit, c'était quoi le LCP? C'est le temps que met le navigateur pour afficher la plus grosse image ou le plus gros bloc de texte. Ok? Et ça, c'est super important. Donc, qu'est-ce qui peut causer un problème de LCP? Alors, il y a plusieurs choses. Le principal problème, c'est le fait d'avoir des ressources qui sont très élevées. D'accord? Qui sont très grosses, qui pèsent lourd. Donc, à ce moment-là, il va falloir potentiellement peut-être les réduire. Ensuite, potentiellement, vous avez trop de ressources. D'accord? Donc, si par exemple, je sais pas, vous avez des icônes SVG, imaginons la même icône en couleur rouge, en couleur noire, en couleur bleue, enfin toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Sachez que vous pouvez mettre la couleur, d'accord, qui va bien, juste avec une seule image. D'accord? La propriété CSS qu'on utilise, c'est fill. Fill avec votre couleur. Ok, donc ça c'est déjà vu dans des projets où la personne elle avait décliné l'icône dans toutes les couleurs possibles. Donc ça sert à rien. Et enfin, un autre problème, ça c'est côté back-end, ça fait toujours plaisir, c'est le serveur derrière qui va vous donner la page HTML, il est trop mauvais. D'accord? Donc potentiellement, à ce moment-là, il faudrait peut-être aller voir les copains du back et leur dire, ou alors les copains de l'infra et dire qu'il faudrait changer le serveur. Mais généralement, ça peut aussi énormément jouer. D'accord? Alors, ce qui est intéressant, c'est que déjà, la première chose qu'il faut se dire, c'est comment est-ce qu'on les identifie justement ces ressources LCP. Il n'y en a pas des millions, d'accord, des ressources LCP. Qu'est-ce que ça peut être? C'est simplement des images, des vidéos et des fontes. Ça, c'est vos ressources LCP. Alors après, comment ça fonctionne? Généralement, comment va fonctionner le browser? Initialement, quand vous allez chercher votre index HTML, le navigateur, lui, il est un peu bête et discipliné. Dans le navigateur, en fait, ce qui va jouer, c'est le navigation process. Il y a plusieurs process dans un navigateur. D'accord, il y a le render process qui vous affiche l'application. Il y a le navigation process qui permet justement de faire vos calls. Il y a le network process. Donc là, celui qui est mis en jeu, c'est le navigation process parce que vous naviguez vers votre application. Une fois que vous avez navigué vers votre application, là, c'est le network process qui prend la main et qui envoie, entre guillemets, la requête pour récupérer l'index HTML. D'accord? Pour récupérer le premier byte en fait le premier byte en fait de l'index HTML, ce temps-là on l'appelle le time to first byte, d'accord? On verra juste après que grosso modo
Régler un problème de LCP, c'est très très complexe, d'accord? Donc, comme tout problème complexe, le mieux c'est de le splitter en plus petits problèmes. Moi, je l'ai déjà fait pour vous. Donc, il y a 4 problèmes, d'accord? Time to first byte, resource load delay, resource load time, element render delay. On va rentrer dans le détail de chacun. Généralement, le time to first byte représente 40% de votre temps. Le resource load delay, resource load time, il représente 10% chacun, et l'element render delay, il représente 40% aussi, d'accord? Alors bien évidemment, ça c'est fictif, d'accord? C'est des métriques globales. Si par exemple vous avez un serveur derrière qui cartonne et puis qui vous envoie en moins d'une milliseconde le premier byte de votre index HTML, bah peut-être que votre time to first byte il vous a pris que 10% de votre temps. Ce qui veut dire que vous avez 30% à allouer aux 3 autres tâches, quoi. Ok? Donc voilà, le time to first byte, c'est le temps que va mettre le navigateur pour récupérer le premier byte. Ensuite, vous allez avoir le resource load delay. Donc qu'est-ce que c'est ça? C'est le temps que va mettre le navigateur pour non seulement télécharger l'entièreté de votre index HTML, d'accord, mais généralement dans l'entièreté de cet index HTML, vous avez quoi? Vous avez des ressources de style, de ressources d'image, ce genre de choses. Donc à ce moment-là, ce que va faire le navigateur, d'accord, non seulement il va préfetcher et il va télécharger. Et une fois que tout ça c'est fait, il va commencer à télécharger les ressources LCP, d'accord, qui étaient, entre guillemets, des dépendances de votre index HTML, mais également de votre feuille de style. Ça, c'est le ressource load time. Alors après, le navigateur est pas trop bête, il télécharge les ressources LCP en même temps que votre JavaScript, d'accord. Une fois que toutes les ressources LCP sont téléchargées, on arrive sur l'element render delay, d'accord. Là, il finit de télécharger votre JavaScript, de l'exécuter, de vous pondre votre frame, qui est votre image, votre bloc texte, d'accord. Et tout ça cumulé, c'est votre temps, c'est ce qu'on appelle le LCP, d'accord. Et tout ça cumulé, ça va faire moins de 2,5 secondes. Ok, ça va jusque là? Il y a des questions? Tout va bien? Alors, c'est là qu'on rentre un peu plus dans le vif du sujet. Comment que ça se passe avec Angular? Et là, big problème, d'accord. Pourquoi big problème? Parce qu'on a des personnes qui sont sur Angular 17+, et des personnes qui sont sur Angular 17-, d'accord? Qui, actuellement, est sur Angular 17+? Ok, qui fait encore un Angular 17-? Voilà, donc c'est... Bon, juste comme ça, par curiosité, qui est sur Angular 20? Cool. Alors, donc il y a deux choix en fait justement pour Angular 17+. Donc il y a deux choses qu'on va voir. Le fait de, donc ça c'est une fonction du compilo, d'accord. Alors c'est pas une annotation en Angular, c'est vraiment une fonction pure au copilo HTML d'Angular, d'accord. Et c'est add differ, ok. Et on va voir le preloading. Pour ceux qui sont sur Angular 17-, on verra la petite magouille qu'on fera, mais on utilisera plutôt ng component outlet qui va remplacer un peu le add differ, d'accord. Et on va faire le preloading. Au passage, si vous voulez vous amuser, vous pouvez essayer de recoder add differ avec un ng component outlet, ça marche très bien, d'accord. C'est juste que vous allez avoir géré tout ce qui est erreur, loading à la main, alors que add differ le fait pour vous. C'est plutôt cool, mais vous pouvez quand même remplacer avec ng component outlet. Alors comment que ça se passe au niveau du preloading? Simplement, au lieu de faire un link et de préloader directement et de charger votre image, enfin votre feuille de style avec link rel égale style sheet, href votre feuille de style, ou link rel égale png et votre href votre png. Au lieu de faire ça, vous allez changer l'attribut. Vous allez lui donner la valeur preload, d'accord? Ce qui va dire au navigateur que dès qu'il voit cette instruction, automatiquement tout de suite il va préloader, d'accord, la dépendance. Ok, donc là vous chargez un peu plus rapidement les choses. Donc simplement avec rel égale preload. Et quand vous faites ça, vous débloquez un autre attribut qui est as. Ce as en fait il prend comme valeur c'est quoi le type que vous préloadez. Soit c'est une image, soit c'est une feuille de style, d'accord, ou d'autres choses. Ça va jusque là? Alors il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai fait un test. Et alors, je vais vous demander une question simple. Normalement, quand on génère un projet en Angular, vous avez un fichier qui s'appelle style.css ou style.scss que vous voulez, d'accord? Qui s'amuse à faire des @import dans ce fichier-là? Personne? Même quand vous utilisez une librairie tierce, pas @import. Si. Ok. Alors, ça, c'est une mauvaise pratique. Ok. Alors je l'ai découvert il y a pas si longtemps et en fait c'était une discussion que j'ai eue avec quelqu'un et c'est vrai que pour le coup quand on a vu le truc on s'est dit c'est vrai que c'est logique
Mais le fait de faire @import, en fait, comme le style CSS, en fait, il est interprété au moment où il va gérer les choses, bah, le @import, il n'y a pas moyen de le différer, entre guillemets. Ok, donc en fait, il sait pas ce qu'il doit faire. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est mettre toutes vos feuilles de style, d'accord, ben là, dans l'angular.json, en fait. Et rien que de faire ça, il le comprend, et ça suffit justement à ce que votre style ne soit pas bloquant, entre guillemets. Voilà. Donc ça, c'est un petit tip du jour. Et donc du coup, pour la notation de @differ, donc ça c'est relativement simple. Je vais vous expliquer un peu le code. Bon, il est pas bien compliqué. En gros, ce que j'ai fait ici, j'ai un @differ, donc cette partie app to do va être un chunk JavaScript, d'accord. Il va être téléchargé uniquement quand l'utilisateur va avoir une interaction avec le bouton, d'accord. Donc quand il va cliquer dessus, il va interagir avec le bouton lazy button. Donc là c'est la référence. Une fois que c'est fait, l'application va être, enfin, le composant app-to-do, pardon, va être téléchargé, d'accord? Et on va faire un peu de magie, là, entre guillemets. On va quand même afficher, d'accord, quelque chose à l'utilisateur pour pas que ça soit blanc ou un truc de ce style-là, si le réseau est mauvais. Donc, on va dire qu'on va afficher si le composant app-to-do, d'accord, ne s'affiche pas avant 100 millisecondes, d'accord, ben après 100 millisecondes, on va afficher cette image de l'auteur, d'accord, et même si le composant est disponible à 101 millisecondes, c'est pas grave, on va quand même afficher le loader pendant minimum 1 seconde, même si le composant est prêt, ready à être affiché, ok. Et en attendant, tant que la personne n'appuie sur rien, d'accord, eh ben, on va quand même afficher un placeholder, d'accord, pendant au minimum 500 millisecondes. Donc en gros, le gars, il a 500 millisecondes, même s'il appuie sur le click me et que les 500 millisecondes ne sont pas passées, c'est pas grave, on affichera quand même text placeholder, ok. Et enfin, au cas où il y a une erreur, on rentre dans l'erreur. Alors, par contre, là, c'est super important, je vois pas mal de fois l'erreur. Vous rentrez dans l'erreur, c'est pas parce que votre composant, il y a un call asynchrone qui se fait, ce call asynchrone là pète, il s'en fout, hein. D'accord? Vous rentrez pas dans ce callback d'erreur là. En fait, ce callback d'erreur là, vous rentrez dedans à la condition où la requête pour récupérer le chunk failed. Ok? Alors comment est-ce qu'on peut faire ça maintenant de manière en Angular 17+, de manière un peu plus avec du code? Alors ça c'est pas top, je le reconnais. Enfin, s'il n'y a pas d'autre façon dans tous les cas. Mais en gros, vous créez un composant, enfin, vous créez une variable toDoComponent qui est de type toDoComponent ou nul, d'accord. Initialement, c'est nul, d'accord. Et en fait, ce que vous faites, vous créez une fonction lazyLoad, vous importez votre composant, d'accord. Et grâce au ngComponentOutlet, vous le stockez dedans. Et devinez quoi, à ce moment-là, quand lui il sera prêt, parce que lui il accepte un nul, le ngComponentOutlet, quand lui sera prêt, automatiquement il va vous afficher votre composant. Donc ceux qui sont sur Angular 17-, c'est cette technique-là qu'il faudra faire. Ok. Pour tout ce qui est modal, pour les îlots du content, ben pareil, en fait c'est un peu la même chose. Donc bon, évidemment j'ai pris un exemple avec ngZoro, mais grosso modo vous differez, vous créez un observable, d'accord, pour une modal, vous differez en fait l'import, d'accord. Donc là pourquoi j'ai fait un differ? Parce que differ crée un call d'observable, d'accord, contrairement au from ou au off, d'accord. Donc ça, tant que vous ne subscrivez pas dedans, il n'y a aucun souci, d'accord, jamais vous rentrerez dedans. Ensuite, ben, je fais un switch map pour récupérer mon composant. Une fois que j'ai mon composant, ben, je crée ma modale avec mon composant, les titres, etc. Et après, je fais un point subscribe. Ok, voilà. Ok, donc passons maintenant sur la métrique CLS, donc cumul layout shift. Donc là, c'est pas en secondes, d'accord? C'est plutôt en temps en iframe qui s'exécute. Donc entre 0 et 0,1, vous êtes bon. Entre 0,1 et 0,25, ça nécessite quelques améliorations, mais généralement, les améliorations que vous avez à faire, elles sont pas phénoménales. D'accord? C'est-à-dire qu'il faut juste que vous avez mal sizé votre image. Votre fonte n'est pas forcément bien sizée par rapport à une autre fonte. Typiquement, si vous avez des iframes qui sont de manière asynchrone, bah, vous les avez mis en haut de l'écran et pas en bas. Enfin, c'est des choses comme ça. Mais par contre, entre au-dessus de 0,25, là, le petit problème, il faut revoir toute l'architecture de votre page. Ça, c'est pas cool. Et potentiellement, vous allez devoir travailler avec l'équipe UI, d'accord, pour avoir un meilleur design. Alors, c'est le temps que va mettre le navigateur avant que le rendu soit complètement stable. C'est ça que ça veut dire CLS. D'accord. Donc, qu'est-ce qui peut causer ça? Donc, c'est les images.
Le fait des pubs, les ads, les iframes, les fontes, d'accord. Le fait d'avoir injecté dynamiquement du contenu, c'est-à-dire vous faites par exemple dans une to-do list, dans le engine init, un point subscribe pour récupérer la liste, vous avez la liste, vous l'affichez avec un ng4. Là, ça peut poser problème. Du coup, ou alors, dans ce cas, il faut que vous réservez suffisamment d'espace avec, si par exemple la taille de votre tableau il est vide, ben vous mettez du contenu ou je sais pas, d'accord. Ou alors vous triquez comme peut le faire le server-side rendering, c'est-à-dire que vous affichez une liste mais qui n'est pas dynamique, d'accord. Et ce qui peut vraiment, ben forcément causer un problème de CLS, ben, c'est le fait d'attendre le réseau, c'est-à-dire que si vous avez des calls qui n'ont rien à voir en commun et que vous faites une cascade de calls, bah ça sert à rien. Ce qu'il faudrait faire, c'est d'avoir un promise.all ou un fork join, d'accord, pour faire tous les calls en même temps. Donc une fois de plus, deux solutions, Angular 17+, Angular 17-, Angular 17+, effectivement le add differ va pouvoir vous aider. Comment? Bah simplement avec le add loading ou le add placeholder, d'accord. Vous allez pouvoir, le control flow va aussi beaucoup vous aider. Le fait d'optimiser les images, d'accord. Vous avez une directive toute faite avec Angular, elle est out of the box, vous la prenez, vous la mettez dans votre code, ça vous coûte pas bien cher. D'accord. Et pour 17-, vous avez que le control flow ou le fait d'avoir un ng optimized image. Ok. Alors comment que ça se passe? Bah simplement avec le differ, bah une fois de plus, ce que je fais, c'est que je vais afficher pendant minimum 2 secondes mon loader, d'accord? Et quand ma section là rentre dans mon viewport, d'accord? Donc quand elle commence à être rendue, à ce moment-là, je commence à télécharger le chunk app to do. Une fois qu'il est téléchargé, je l'affiche. D'accord? Si le temps a dépassé 2 secondes. Parce que si le temps n'a pas dépassé 2 secondes, vous continuez à afficher votre loading, d'accord. Donc ça c'est pareil, le loading, il faut quand même faire attention de ne pas mettre un temps de fou, d'accord, sinon ça sert un peu à rien. Le fait d'optimiser les images, c'est plutôt simple. Au lieu d'utiliser source, d'accord, l'attribut source classique, bah vous allez utiliser une directive qui s'appelle ngSource, d'accord, qui prend exactement le même paramètre, d'accord, à savoir le lien vers votre HTML, sauf que lui va vous forcer la main à utiliser une taille, une mise, d'accord. Si vous ne le faites pas, vous avez un avertissement en console, voire même une erreur, d'accord. Autre chose qui est vraiment chouette, c'est qu'il va vous dire si le ratio de votre image est correct ou pas. Si vous avez une image, donc imaginons que votre image elle est sur 200 000 pixels et puis de hauteur et de largeur, et puis ici vous donnez height 100 pixels, 820 pixels, la directive va vous dire il y a un ratio, il est mauvais en fait, c'est pas possible. Ok. Alors ça va pas vous mettre une erreur en mode rien ne s'affiche, hein. D'accord, ça va vous l'afficher, mais il y aura un avertissement et ça c'est plutôt chouette. Après pour régler ce problème de ratio, je sais pas si vous êtes au courant, il y a une propriété CSS qui s'appelle aspiratio, d'accord, qui marche sur les images, les conteneurs, les divs, un peu tout quoi. Donc en fait vous pouvez mettre une div aspiratio 16 neuvième, d'accord, et ça va marcher. Vous pouvez même faire un aspiratio par rapport à un autre conteneur. Ok, donc ça peut vraiment vous aider pour le coup. Au niveau du control flow, alors le control flow est relativement sympa à utiliser en Angular 17+, parce qu'on a des choses qui sont déjà toutes faites. Donc là, typiquement, je fais un add for to do of to do's, d'accord. Je suis obligé de mettre track, d'accord. Track, c'est quoi? C'est pour traquer, pour donner un identifiant unique entre guillemets à l'élément de votre boucle, d'accord. Alors c'était pas obligatoire en Angular 17-, d'accord. Ça l'est maintenant avec track, d'accord. Et ce qui est vachement bien, c'est qu'avant c'était obligatoirement une fonction. Là, vous pouvez directement mapper sur un champ, donc ça fait un peu plus de sens. Et vous avez le bloc atempty. Et tout simplement, si vous n'avez pas de données, bah, vous pouvez afficher quelque chose, d'accord. Bon, là j'ai mis no to 12, mais vous pouvez faire ce que vous voulez, quoi. Comment est-ce que on reproduit exactement ce système-là avec des directives structurelles ngIf, ngFor, etc. D'ailleurs, au passage, elles sont deprecated, donc surtout n'hésitez pas à migrer. Il y a un schematic qui existe pour les migrer automatiquement. D'accord. Donc je vous conseille de le faire parce qu'elles vont disparaître dans la prochaine version. Il n'y aura plus d'ngIf, ngFor, ça sera terminé. Ok. Et c'est pas parce que c'est pas parce que ngIf, ngFor disparaissent que les directives structurelles disparaissent d'Angular. Elles restent, d'accord. C'est juste ces directives structurelles out of the box qui vont disparaître. Donc comment est-ce qu'on fait? On fait ngIf égale to12.length supérieur à 0, on va checker. Si c'est pas le cas, dans ce cas on va rentrer dans le template empty, d'accord, qui va afficher nos to-dos. Une fois qu'on a fait ça, le li, on fait ngFor let to do of to-dos. Évidemment, ici, si je voudrais reproduire exactement, il faudrait que je mette point virgule, track by et votre function. Ok? Dernière métrique, c'est la métrique INP, c'est la plus complexe, je dirais.
Donc, si votre métrique elle est correcte, entre 0 et 200 millisecondes, on est plutôt correct. On est même plutôt bon. Entre 200 millisecondes et 500 millisecondes, ça va nécessiter quelques améliorations. Au-dessus, c'est pas bon. D'accord? C'est même plutôt mauvais. Et du coup, il va falloir revoir tout votre JavaScript. Je suis désolé pour vous. Mais voilà. C'est tout ce qu'il y a à dire sur revoir le JavaScript. Donc, c'est quoi exactement l'INP? Donc, c'est le temps qui va se passer, d'accord, avant que la prochaine frame va être rendue après une interaction d'utilisateur. Alors, je vois déjà un peu la technique qu'on va me dire. Bah, c'est facile à optimiser. J'ai une fonction, je clique dessus, je mets un loading, hop, la next frame elle s'affiche, c'est réglé. Oui, ça va marcher. Mais vous avez rien optimisé, vous avez triqué, d'accord? Donc oui, la métrique est bonne, mais ceci dit, vous n'avez pas amélioré l'expérience utilisateur. C'est pas parce que vous affichez un loader que l'utilisateur va être content. Il sera content parce qu'il voit un spinner. J'espère qu'il sera joli. S'il est pas beau, c'est un peu chiant. Donc comment que ça se passe? Alors c'est ce que je vous disais, je vous explique ça sur un diagramme, c'est un peu plus simple. Donc vous avez la personne qui a utilisé énormément d'interactions, il a cliqué sur 3-4 choses en même temps, d'accord? Donc vous avez votre main thread qui est bloqué ici. Et puis là, l'utilisateur se dit, ah bah tiens, je vais cliquer sur ce bouton-là. Donc il clique sur le bouton, et là, big problème, parce qu'en fait, si vous voulez, votre main thread, il est bloqué, d'accord? Donc avant que votre action soit utilisée, d'accord? Ce qu'on appelle le processing time, bah tout ça là, ça c'est ce qu'on appelle le input DD. C'est le temps avant que la fonction de l'utilisateur va être exécutée, d'accord? Une fois qu'on a fait ça, ben forcément, on va exécuter tout le JavaScript. D'accord? Il y a tout qui s'exécute. Une fois qu'on a fait ça, on va commencer à rendre. D'accord? Donc, on rend le résultat du JavaScript. D'accord? Et une fois que c'est rendu, on va peindre. Donc, on peint quoi? On peint la réponse dans le browser. Et donc, ça fait quoi? Ça fait next frame. On est content. D'accord? Là, c'est présenté. Et donc, tout ça, ça va être l'INP. Ce qui veut dire que, si vous avez votre blocking task qui est au début, que la personne clique ici, bah, vous prenez tout ce temps-là là, jusqu'ici, et ça vous fera votre INP. D'accord? Donc l'idée, c'est d'avoir un thread qui n'est jamais bloqué. Ça, c'est l'idée. Donc qu'est-ce qui peut causer justement un INP? Donc déjà, le fait que vous ayez un trop gros input DD, on a dit. D'accord? Le fait que vous avez des tâches qui sont très longues. D'accord? Donc ça, ça, on va voir comment les casser, justement. Et enfin, vous avez ce qu'on appelle un big DOM. Donc votre DOM, il est vraiment trop conséquent. Et c'est là que je vais vous poser la question, qui, quand il écrit de l'HTML, met des divs un peu partout, div, non? Vous respectez vraiment, genre, il y a des sections, nav, a, link, bouton pour un bouton. Qui déjà crée une div avec un rôle button? Personne. C'est cool, l'accessibilité, c'est maîtrisé alors. Du coup, voilà, ça peut être un problème, et typiquement, des big DOM, vous en avez un qui est très classique à voir. Qui a déjà vu regarder un peu ce que produit un mat input d'Angular Material? Alors, c'est conséquent, hein. Il y a énormément de choses, hein. Les gars, ils ont pas de pitié, hein. Il y a des divs, c'est en float, en absolu, il y a l'input qui est branché. En gros, si vous voulez modifier le CSS, faut être prêt, quoi. Donc, malheureusement pour vous, Angular n'a pas de solution out of the box. D'accord? Il vous donne rien pour améliorer ça. Et en fait, faut revenir vraiment au basique, d'accord? Qui est ce qu'on sait le mieux faire, à savoir JavaScript. Donc avant de revenir au basique, déjà je voudrais juste faire un rappel sur comment fonctionne l'event loop. Tout le monde voit ce que c'est l'event loop? D'accord? C'est vraiment utilisé en Node, d'accord? Mais c'est aussi utilisé côté front. Donc comment que ça se passe? Vous êtes là-dedans, vous êtes dans cette step-là, généralement. Vous attendez. C'est en attente, d'accord? Et puis à un moment ou un autre, ça vient à cliquer. Donc la personne elle clique et c'est là que ça commence à être un peu chaud. Parce que vous avez tout ce qui est, si vous avez un set intervalle, un set timer, tout ce genre de choses là, c'est des callbacks, automatiquement ça va là-dedans, ça va dans les timers. Donc il va pas l'exécuter tout de suite. Donc lui il va continuer, il va faire des ticks, d'accord? Et une fois qu'il a fini, il va faire le callback de votre fonction, mais les timers il va revenir, il va les exécuter. Et une fois qu'il les aura exécutés, il revient là. Donc si on comprend bien, en gros, il prend votre tâche, grosso modo ce qu'il a fait c'est ça, c'est qu'il a pris votre tâche, il l'a splitté et il les a répartis dans des cases. D'accord? Donc en fait, quand on a une longue tâche, l'idée c'est quoi? C'est de la casser pour avoir des petites tâches et les mettre dans toutes ces cases-là. C'est l'idée. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? Alors déjà, pour ceux qui sont sur Angular 17-, ça c'est un tips que je vous recommande. Faut en abuser. Donc, vous pouvez en abuser. D'accord? C'est de sortir de la zone d'Angular.
C'est-à-dire que si vous êtes vous faites un from event, d'accord, et vous écoutez les changements ou le clic sur un bouton ou sur un input, d'accord, il n'y a aucune raison d'exécuter ce code dans le changement de détection d'Angular. Il y en a aucun, d'accord. Donc sortez, d'accord, comme ça vous triggerez pas ngZone, d'accord. Donc ça veut dire que vous bloquez pas la main thread. Et une fois que vous avez le résultat réel de ce que vous voulez, dans ce cas vous re-rentrez dedans, d'accord. Vous précisez quand même que le composant est dirty avec un mark for check. Et à ce moment-là, ça devrait bien se passer, vous allez gagner en performance automatiquement. D'accord. Typiquement, la nouvelle documentation d'Angular, d'accord, si vous regardez un peu les commits qui a été fait et tout ça, donc c'est adev maintenant, il y a beaucoup de personnes qui ont justement fait ça. Parce que c'est quelque chose qui est out of the box en fait. D'accord. Comment est-ce qu'on peut faire? Alors là c'est vraiment sur de l'Angular 17+, d'accord. Donc typiquement j'ai un to-do, d'accord. Je crée mon nouveau to-do, d'accord. Je récupère mes previous to-do, je update ma to-do, et une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je fais? Je vais ajouter ma to-do dans le back-end, d'accord, pour justement que les données soient cohérentes, d'accord. Une fois que j'ai les résultats, je fais un set to 12. Ok. Tout le monde voit ce qui fait à peu près le code? Ouais, c'est ok. Bon, c'est bien beau tout ça, hein, mais là-dedans, je peux vous dire que, bah, en fait, on n'a rien optimisé du tout, d'accord. On n'a rien prioritisé. Ça fait pas de sens, d'accord. Pour la simple raison que, bah, déjà, moi, quand je dis ce code-là, alors il marche, hein, mais je me dis, ok, donc là, il update. Donc là, si je comprends bien, ici, bah, mon DOM, il est déjà à jour, d'accord. Si ici, ça vient foirer, d'accord, bah, ok, je reviens sur les previews. Et sinon, ici, bah, je recette, donc. Si je rentre pas dedans, bah, je fais 2 fois la même action. Bon, heureusement, c'est des signals, du coup, donc il y a aucun souci. Mais sinon, ça serait pas top. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que c'est vraiment obligatoire d'avoir le add to do? Est-ce qu'on pourrait pas se dire, bon, bah, au pire, c'est pas bien grave, d'accord, je diffère, je casse ma longue tâche, d'accord, je diffère, et donc, du coup, bah, je l'amène ailleurs. Bah, en fait, ça, vous pouvez le faire, d'accord. Simplement, vous mettez un petit side timeout ici. Donc, faut bien gérer les erreurs, hein, d'accord. Mais rien que de fait, virgule 0, bah, en fait, si on se rappelle ce que j'ai dit, bah, la tâche d'ajouter dans votre backend, d'accord, bah, vous la décalez à ici. Vous la décalez dans cette partie. Ok? Le fait de décaler comme ça, bah, c'est chouette. Par contre, autant avant, je vous ai dit, allez-y, vous pouvez en abuser. Autant là, je vais vous dire, faut pas en abuser. Ok? Pourquoi? Parce que vous allez avoir un problème. Le problème que vous pouvez avoir, c'est qu'il n'y a rien qui est, il y a rien qui est ordonné là-dedans. C'est-à-dire que potentiellement, si vous faites ça plusieurs fois dans votre application, ou c'est mal orchestré, bah, vous pouvez vous retrouver avec un set timeout qui a été en fait le quatrième appelé, qui finalement est exécuté en premier. Enfin, c'est impossible, d'accord, de prioriser ça. Et c'est pour ça que Google a déjà des API qui sont natives, d'accord, qui sont encore en voie d'expérimentation. Vous pouvez toujours les utiliser, leur faire des feedbacks, d'accord. C'est ce qu'on appelle le scheduler, et vous pouvez prioriser vos tasks. D'accord. Vous pouvez dire, ça c'est user blocking, ça va se faire en background, ça on s'en moque un peu. D'accord. Donc il y a 3 états, mais c'est encore en preview. Mais néanmoins, je vous encourage quand même à l'utiliser, pas à les mettre en production, mais au moins à l'utiliser, et puis à faire des feedbacks à l'équipe Chrome, ils seront super ravis. Et c'est tout pour moi. Je crois que je suis dans les temps. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Et je vous remercie. Vous pouvez me suivre sur Twitter ou sur LinkedIn, me poser des questions aussi sur les deux. Je vous répondrai normalement. Et merci à tous.